Le 14 mai, au lever du jour, un enregistrement audio circule discrètement parmi certains officiers de l'Alliance des États du Sahel. Une voix calme, posée, mais chargée de fermeté, celle du capitaine Ibrahim Traoré. Le message est clair. Il s'adresse directement à Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Frère Alassane, les 113 hommes arrêtés ne sont pas des civils égarés. Ce sont des agents. Certains, nous les connaissons. D'autres ont parlé. Ce n'est pas une rumeur, c'est une réalité. Et je préfère t'en parler moi-même, avant que tout n'explose. Le ton est diplomatique, presque fraternel, mais chaque mot pèse lourd. Car derrière ce message se cache une opération d'une ampleur inédite. Quelques jours plus tôt, les forces burkinabées interceptaient un groupe armé aux abords de la frontière sud-ouest. 113 hommes, équipés, entraînés, infiltrés. Certains portaient de faux papiers, d'autres de véritables uniformes ivoiriens. Ce qui aurait pu rester un simple incident militaire devient, en quelques heures, une bombe politique. Car dans son message, Traoré ne menace pas. Il informe, il prévient, et surtout, il affirme détenir des preuves. Documents, messages vocaux, vidéos. Très vite, le vocal circule à Bamako, à Niamey, puis fuit via un mystérieux canal vers la presse en ligne. En quelques heures, il fait le tour de l'Afrique de l'Ouest. Sur les réseaux, les interrogations fusent. Pourquoi Ouattara enverrait-il des hommes armés au Burkina? Est-ce le début d'un complot régional? Traoré bluffe-t-il ou détient-il vraiment toutes les cartes? Dans les capitales, c'est la stupeur. À Abidjan, la colère monte. À Paris, l'Élysée exige des explications. À Ouagadougou, le silence règne, mais un silence qui résonne comme un avertissement. Le temps du chantage est terminé. Depuis plusieurs mois, le Burkina Faso vit sous forte tension. Isolé par les instances régionales, menacé par des tentatives de déstabilisation internes et externes, ciblé par des campagnes médiatiques hostiles, le pays tient bon, mais la pression est constante. Le capitaine Traoré, conscient du péril, renforce les dispositifs de sécurité, notamment au sud-ouest, à la frontière ivoirienne. Drones de surveillance, unités spéciales des VDP, brigades d'élite du renseignement. Tout cela discrètement déployé. Depuis des semaines, les services de sécurité burkinabais détectaient des mouvements suspects, regroupements inhabituels, communications brouillées, visages connus circulant sous fausse identité. Le signal était clair. Quelque chose se préparait. Et puis, dans la nuit du 10 au 11 mai, l'opération tombe. À la lisière de la région des Cascades, près d'un ancien poste douanier abandonné, 113 individus arrêtés, lourdement armés. Certains parlent le dioula, d'autres l'ivoirien urbain. À première vue, des mercenaires, mais pas n'importe lesquels. Parmi eux, des anciens soldats radiés, des agents de sécurité privée reconvertis, et même un homme aperçu dans l'entourage d'un ex-ministre ivoirien. Les interrogatoires sont rapides, les langues se délient, et les autorités burkinabées comprennent très vite. Ce n'est pas un trafic. Ce n'est pas un groupe de bandits. C'est une opération structurée, montée avec un objectif clair, déstabiliser le pouvoir burkinabé. Traoré garde son calme. Il refuse toute déclaration à la presse. Il prend son téléphone, enregistre un message vocal et l'envoie directement à Ouattara. Mais ce qu'il ignore, c'est que ce message va franchir toutes les frontières et faire trembler l'Afrique de l'Ouest. Les premiers interrogatoires, menés avec méthode mais sans brutalité, révèlent des détails troublants. Les 113 hommes ne forment pas un groupe homogène, mais ils ont un point commun. Ils ne sont pas venus par hasard. Certains affirment avoir été recrutés via des entreprises de sécurité privée basées à Abidjan, sous couvert de missions de transport ou de surveillance de chantier. D'autres parlent de promesses de formation militaire accélérée dans le nord de la Côte d'Ivoire, tout près de la frontière burkinabé. Plus inquiétant encore, plusieurs noms cités lors des interrogatoires figurent déjà dans des rapports burkinabés antérieurs concernant des tentatives d'infiltration détectées début 2024. Les recoupements sont rapides, photos, appels enregistrés, localisation GPS, une ligne logistique claire se dessine, Abidjan, Korogo, Banfora. Les autorités comprennent. Ces mercenaires ont été convoyés par étapes via des réseaux organisés, avec un appui discret en territoire ivoirien. Pas de hauts gradés, pas de drapeau, mais des relais civils, des chauffeurs, des contacts en douane.
des hommes de l'ombre. Dans les téléphones saisis, messages chiffrés, coordonnées GPS, instructions précises, ne pas attaquer, s'infiltrer, observer, attendre le signal. Un mot revient souvent. Phase 2. Mais alors, quelle était la phase 1? Et surtout, qui devait donner l'ordre de déclencher la suite? Face à la gravité de la situation, le capitaine Ibrahim Traoré décide de ne pas médiatiser immédiatement l'affaire. Il sait que s'il parle trop vite, on criera à la provocation. Mais il ne veut pas non plus rester silencieux. Il choisit une voie intermédiaire. Prévenir en privé, avertir en public. Ce soir-là, un message vocal est envoyé à Alassane Ouattara, non pas pour l'accuser frontalement, mais pour lui faire comprendre que le Faso ne dort pas et qu'il est prêt. La voix est posée. Le ton est maîtrisé. Aucune insulte, aucun cri. Mais chaque mot, chaque pause, chaque silence est calculé avec précision. Frère Alassane, je t'envoie ce message comme un homme d'État s'adresse à un autre. Pas dans la presse, pas sur les réseaux, mais entre nous. Car ce qui est en jeu dépasse nos personnes. Dès les premières secondes, Traoré place la discussion sur un terrain de responsabilité historique. Il ne cherche ni confrontation, ni provocation, mais il ne tourne pas autour du pot. Tes hommes ont été arrêtés. 113, armés, organisés, certains ont parlé. Nous avons les détails, les lieux de passage, les contacts, les montants, même les comptes bancaires. Il ne cite aucun nom, ne menace d'aucune sanction. Il déroule simplement les faits. Puis vient une phrase lourde de sens. Je te laisse le choix, frère. Soit on enterre ça entre nous, soit j'envoie le tout à Moscou et ensuite à la jeunesse panafricaine. Le message, transmis via un canal diplomatique crypté, devait rester strictement confidentiel. Mais 24 heures plus tard, une version audio compressée fuite mystérieusement dans un groupe restreint de journalistes panafricains indépendants. La fuite est brutale et virale. Sur Telegram, Signal, WhatsApp, le vocal tourne sans relâche. En quelques heures, des millions d'Africains entendent la voix de Traoré s'adresser à un président comme jamais personne ne l'avait fait auparavant. Ce n'est pas une déclaration de guerre. C'est un rappel à l'ordre. Une vérité nue. Les commentaires explosent. Enfin, un chef qui parle clair. Traoré vient de poser les règles du jeu. Ouattara est acculé. Il doit répondre. Mais à Abidjan, c'est l'orage. Car au-delà du contenu, c'est la méthode qui humilie. Un message pensé pour désamorcer une crise est devenu le cœur de l'incendie. Au petit matin, les murs du palais présidentiel vibrent d'un silence tendu. Le vocal de Traoré est sur tous les téléphones. Dans les couloirs du pouvoir, on ne parle que de ça. Officiellement, rien n'a fuité, mais officieusement, tout le monde sait, et surtout, tout le monde écoute. Ouattara, habituellement maître du tempo politique, apparaît bousculé, presque surpris. Une cellule de crise est convoquée. Autour de la table, le ministre de la Défense, le chef d'état-major, les directeurs de la DGSE locale et quelques hommes de confiance. Les regards sont graves. Comment ce message a-t-il fuité? Qui, à Ouagadougou, l'a partagé? Et surtout, qu'est-ce qu'on risque maintenant? Un conseiller ose poser la vraie question. Et si ce que Traoré dit est vrai? S'il a les preuves? Si certains de nos hommes sont impliqués, avec ou sans notre accord? Le silence est pesant, car personne dans la salle ne peut garantir que les réseaux ivoiriens soient entièrement loyaux. Trop de ramifications, trop de zones grises, trop de relais dans l'ombre, trop de mains invisibles. Ouattara comprend que répondre frontalement serait risqué. Il sait que le rapport de force a changé. Autrefois, c'était lui qui appelait Paris pour dénoncer des éléments déstabilisateurs au Mali ou au Burkina. Aujourd'hui, c'est Ouagadougou qui l'accuse. Calmement, preuves à l'appui. Il tente de joindre Moscou, sans succès. La ligne reste froide. Aucune réponse. Pas même un rappel. Certains généraux ivoiriens suggèrent discrètement une riposte militaire ciblée, mais d'autres, plus lucides, alertent. Une erreur de notre part, et l'AES nous tombe dessus. Goïta n'attend qu'un prétexte. Ouattara choisit donc la retenue, le silence, la diplomatie discrète. Mais il sait, ce n'est pas un incident. C'est le début d'un bras de fer. Et cette fois, il n'a pas l'avantage. À Abuja, siège de la CEDEAO, le vocal provoque une onde de choc. L'organisation régionale, fragilisée par le départ du Mali, du Burkina et du Niger, est prise de court. Un sommet restreint est convoqué en urgence. Mais le communiqué final est creux. Désaccord entre États frères, appel au dialogue. Rien sur les 113 mercenaires, aucune condamnation, aucun soutien clair, mais en coulisses. Certains États murmurent
Et si Traoré disait vrai? Et s'il publiait les preuves, qui osera le contredire? À Paris, la réaction est plus nerveuse. L'Élysée est informé. Macron écoute l'audio. Son visage se ferme. C'est un coup de maître politique. Et nous n'avons plus aucun levier sur Ouagadougou. Une réunion est convoquée avec le ministère des Armées, le Quai d'Orsay et les services de renseignement. Un conseiller propose discrètement une stratégie, présenter Traoré comme un agitateur, isolé, provocateur. Mais le problème, c'est que Traoré ne crie pas, il ne provoque pas, il expose, calmement, et ce calme-là fait trembler. Les services français recoupent les informations. Certains noms des 113 arrêtés apparaissent déjà dans des affaires troubles précédentes. La DGSE confirme, ce n'est pas une invention. Finalement, Paris choisit le silence diplomatique. Trop de feu, trop de regards, trop de risques. Et c'est Ouagadougou qui, encore une fois, prend la parole en premier. Le Burkina Faso défend sa souveraineté. Nous avons des preuves. Ceux qui doutent peuvent venir interroger les mercenaires eux-mêmes. Corroborées par des transferts bancaires enregistrés, les preuves réunies par les experts de la sécurité d'État sont accablantes. Ils ont tout cartographié. Flux financiers, itinéraires, relais complices. Le dossier est complet, suffisamment solide pour déclencher un scandale diplomatique régional. Mais pour l'instant, Ibrahim Traoré ne joue pas la carte médiatique. Le moment viendra. Si l'on nous pousse à nous défendre devant les peuples, alors nous parlerons. Cette phrase, prononcée avec sang-froid, est une épée suspendue au-dessus de plusieurs présidences. Dans les couloirs feutrés des grandes institutions africaines, le silence est lourd, mais chargé de tension. Ce qui n'était vu, aux yeux de certains, que comme un incident sécuritaire frontalier, prend désormais la forme d'un potentiel séisme géopolitique. Les vidéos, vocaux, messages, ce que détient Traoré ne concerne plus uniquement le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. D'autres noms apparaissent, d'autres liens sont tracés, notamment avec des réseaux d'influence actifs dans plusieurs pays de la CEDEAO, et même proches des anciennes puissances coloniales. Dans une note confidentielle circulant au sein de l'Union africaine, on peut lire « Une divulgation publique des preuves détenues par Ouagadougou pourrait gravement porter atteinte à la stabilité régionale. » Plusieurs gouvernements seraient directement compromis. Les ONG de défense des droits humains, d'abord prudentes, s'agitent. Certaines demandent une enquête internationale sur le phénomène des mercenaires en Afrique de l'Ouest. D'autres s'inquiètent de la montée d'une nouvelle doctrine sécuritaire hors contrôle occidental. Mais ce qui inquiète le plus, c'est la réaction populaire. Et si Traoré rendait les preuves publiques? Et si le peuple voyait de ses propres yeux les visages des complices, les trajets des convois, les messages des donneurs d'ordre, ce serait la fin d'un équilibre déjà bancal. Des gouvernements perdraient leur légitimité en quelques heures. Dans certaines capitales d'Afrique de l'Ouest, les équipes de communication sont en alerte maximale. On prépare déjà des contre-discours, des éléments de langage. Il faudra dire que les preuves sont fausses. Il faudra accuser la Russie d'avoir fabriqué les enregistrements. Il faudra créer une diversion avec une nouvelle crise. Mais plus les jours passent, plus l'opinion publique s'organise. Dans les rues de Bamako, de Niamey, de Ouagadougou, mais aussi à Konna, Bissau, Korogo, les citoyens réclament la transparence. Si vous cachez les traîtres, nous saurons les reconnaître quand même. La peur ne vient plus d'un soulèvement militaire. Elle vient d'un peuple qui ouvre les yeux et exige des comptes. Dès les premiers échos des vocaux entre Traoré et Ouattara, la rue burkinabé ne reste pas silencieuse. À Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Kaya, Tenkodogo, le peuple descend spontanément dans les rues. Pas de violence, pas de débordement, mais des pancartes, des chants, des messages forts. On touche à Traoré, on touche au peuple. Pas de pardon pour les traîtres. Le Faso n'est plus à vendre. Des jeunes artistes s'en mêlent, slameurs, rappeurs, peintres. Ils créent des œuvres en hommage au capitaine. Il a parlé calmement, il a prévenu. Maintenant, nous, on veille. Les VDP, volontaires pour la défense de la patrie, très proches des populations, se mêlent discrètement aux manifestants. Ils n'arborent pas leurs armes, mais leurs regards suffisent à rassurer. Le peuple n'est pas seul, et surtout, le pouvoir ne se cache pas. Il écoute. Traoré, fidèle à sa méthode, ne cherche ni à agiter, ni à manipuler. Mais il ne désavoue pas non plus la mobilisation. Il laisse le peuple s'exprimer. Et ce silence-là fait trembler les puissants. Dans plusieurs provinces, des anciens combattants sortent de leur retraite. Ils affirment être prêts à reprendre du service si le Faso est menacé, de l'intérieur ou de l'extérieur.
le tissu communautaire se tend, mais il reste uni. Dans les mosquées, les églises, les marchés, une seule question revient. Et si c'était vrai? Et si Ouattara avait vraiment voulu faire tomber Traoré? Pourquoi? Et pour le compte de qui? Le peuple ne réclame pas la guerre, il réclame la vérité. Et il envoie un message simple. S'ils osent nier, nous serons les témoins. Si Traoré publie, nous serons les relais. Jamais depuis l'indépendance, le Burkina Faso n'avait connu une telle unité populaire face à une menace extérieure. Et cette cohésion est la plus grande arme du capitaine. Après plusieurs jours de silence et de mobilisation, Ibrahim Traoré brise enfin le silence. Pas dans une conférence de presse spectaculaire, pas dans une déclaration enflammée, mais dans une adresse brève, sobre, transmise à la nation et au monde. Nous avons les preuves, nous avons les visages, nous avons les voix, mais nous avons aussi un devoir, éviter le chaos. Le ton est ferme, mais responsable. Il n'annonce ni vengeance, ni châtiment, mais pose des conditions. Les 3 exigences de Traoré. 1. Retrait immédiat de tous les agents infiltrés sur le territoire burkinabé. Certains sont déjà identifiés, d'autres sous surveillance. Une opération de neutralisation peut être déclenchée à tout moment. 2. Création d'une commission d'enquête conjointe AESCDAO sous supervision d'observateurs africains neutres, non alignés sur Paris ni Washington. Objectif: établir les responsabilités dans le recrutement, la logistique et le financement des 113 mercenaires. Le Burkina propose une liste de noms pour y participer. 3. Engagement public des États concernés à ne plus financer ni tolérer d'activités paramilitaires en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas une guerre entre présidents, dit Traoré. C'est une guerre entre la souveraineté et la manipulation. Et il conclut, s'il le faut, je publierai. Et si je publie, ce n'est pas un président que je ferai tomber, c'est un système.